Merci de regarder France 24. Très heureux de vous retrouver pour le Journal de l'Afrique. Tout a été défini, fait savoir la CEDEAO à propos d'une éventuelle intervention militaire au Niger. L'instance de rappeler qu'elle privilégie la diplomatie alors que la médiation avec la junte a échoué. Moïse Gomis nous attend à Abuja. En Éthiopie, la région d'Amara est sous état d'urgence. Depuis plusieurs semaines, armées et milices s'y affrontent violemment. Clotilde Hazard est à Addis Abeba. Et puis nous irons dans le désert libyen, là où errent des centaines de migrants reconduits hors des frontières tunisiennes. La Tunisie se défend de toute expulsion. Dans 48 heures, il sera trop tard. La junte au pouvoir au Niger a jusqu'à dimanche pour rétablir l'ancien président Mohamed Bazoum, faute de quoi la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pourrait choisir l'option militaire. Une intervention qui était depuis mercredi sur la table des chefs d'état-major des armées, réunis à Abuja, au Nigeria. C'est là qu'on vous retrouve Moïse Gomis, correspondant France 24. Bonsoir Moïse. Alors compte tenu de l'enjeu, évidemment, la CEDEAO communique à minima, mais elle fait savoir en tout cas que tout est prêt pour une intervention militaire. Effectivement, le commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Abdul Fattah Moussa, a parlé aujourd'hui à la clôture de cette réunion des chefs d'État qui s'est tenue pendant 3 jours ici à Abuja. Il a expliqué que la CEDEAO était prête, que les moyens nécessaires, que la date, que les moyens qui vont être mis en place, tout ça a été déterminé. Mais bien évidemment, la CEDEAO ne peut pas communiquer sur une éventuelle intervention militaire au Niger, qui, on le rappelle, serait la dernière option. Une situation un peu, une énigme à plusieurs inconnus, parce que c'est une situation jamais vue jusque-là, la CEDEAO qui pourrait attaquer un pays membre de la CEDEAO. C'est du jamais vu. Alors racontez-nous justement, Moïse, l'atmosphère, le contexte de ces 3 jours de réunion à Abuja. Déjà, cette réunion s'est déroulée à l'état-major de la défense nigériane et non à la CEDEAO. On a voulu éviter toute fuite. Cette réunion s'est tenue exclusivement entre militaires. Ça s'est déroulé dans une ambiance très grave. Tous les 11 pays membres encore actifs étaient présents, donc cela confirme bien que ces 11 pays membres vont contribuer chacun à la mesure de leurs moyens à cette éventuelle intervention militaire au Niger, qui, on le rappelle, sera la dernière option. Et jusqu'au bout, la CEDEAO fera en sorte d'aller à la médiation. Donc il y a certainement des médiations secrètes qui se mènent encore. Une intervention qui se ferait sous le cadre de la force d'attente qui avait été validée en décembre dernier par la session ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Donc tout est en place pour une intervention, mais bien évidemment à la CEDEAO, ça serait en dernier recours. Moïse Gomis depuis Abuja pour France 24. Merci beaucoup. Et plusieurs pays ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils mobiliseraient leurs soldats en cas d'intervention militaire au Niger. Le Nigeria, le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Le Bénin, vendredi, se dit solidaire de la position de la CEDEAO. Emmanuel Sodji est à Cotonou pour France 24. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, qui est en première ligne dans la crise du Niger, l'a rappelé jeudi. Pour lui, il est important, il est primordial que tout soit réglé par le dialogue. Et pour le Bénin, voisin du Nigeria et qui a aujourd'hui d'excellentes relations avec lui, eh bien, les deux pays sont sur la même longueur d'onde. En commun également, une frontière avec le Niger. Et ce vendredi, le chef de la diplomatie du Bénin a martelé que l'option militaire était vraiment le dernier recours. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui reste la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait, dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. Le chef de la diplomatie du Bénin, Cheikhoun Bakary, a évoqué lors de cette conférence de presse à Cotonou le rôle de la France dans le dossier du Niger, mais aussi le rôle d'autres partenaires comme l'Union européenne ou les États-Unis. Et selon lui, eh bien, les Occidentaux n'interviennent pas dans les décisions des chefs d'État de la CEDEAO. Il n'y a aucune interférence. Écoutez-le. S'il y a déflagration au niveau du Niger, si demain le Niger devient une poche d'instabilité sous-régionale, ce qui sera impacté, c'est d'abord nous.
Donc c'est notre responsabilité en tant que pays de la CEDEAO de prendre la mesure de la situation et de pouvoir prendre notre position. La France, les États-Unis, l'Union européenne, etc., n'ont rien à voir avec la position que prennent les chefs d'État et les présidents de la CEDEAO. La médiation de la nuit dernière, conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdul Salami Abubakar, et le plus haut dignitaire nigérian, le sultan de Sokoto, aurait échoué. Mais des négociations se poursuivraient sous le sceau du secret, certaines. La CEDEAO a fixé un ultimatum. Les militaires nigériens ont jusqu'à dimanche pour libérer le président du Niger, Mohamed Bazoum, et le remettre en selle à la tête de son pays. Un potentiel recours à la force contesté vendredi dans les rues de Niamey. Des ressortissants de pays membres de la CEDEAO l'ont appelé à privilégier cette fameuse voie diplomatique. Des manifestants qui ont également dénoncé les sanctions contre le Niger décidées par l'instance dans la foulée du coup d'État. Des mesures économiques et financières dont les effets se font déjà sentir et qui touchent par exemple les banques ou l'électricité. La délégation de la CEDEAO, elle, envoyée à Niamey, donc revenue sans sortie de crise dans ses valises. Les émissaires n'ont rencontré ni le chef de la junte nigérienne, Tchani, ni le président renversé Bazoum. Les putschistes ont par ailleurs rompu plusieurs accords militaires conclus avec la France. Elliot Samuel. Face à la pression internationale qui s'accentue, les militaires putschistes qui ont pris le pouvoir au Niger durcissent le ton. Ils ont décidé de mettre fin aux 5 accords de coopération militaire et sécuritaire avec la France. Malgré cette annonce, Paris a décidé de ne pas prendre en compte cette décision des putschistes. La France rappelle que le cadre juridique de sa coopération avec le Niger en matière de défense repose sur des accords qui ont été conclus avec les autorités nigériennes légitimes. Ces autorités sont les seules que la France, comme l'ensemble de la communauté internationale, reconnaît. Les militaires ont en revanche décidé de lever le couvre-feu mis en place depuis la semaine dernière. Autre annonce, le limogeage des ambassadeurs du Niger en France, aux États-Unis, au Nigeria et au Togo. Sur France 24, l'ambassadrice du Niger en France assure être toujours en poste. Je vous confirme que je suis encore ambassadrice du Niger en France. L'ambassade fonctionne de manière normale. J'ai été au travail comme tous les jours. Les putschistes mettent également en garde la CEDEAO alors que l'organisation régionale a fixé un ultimatum à dimanche pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate. Mohamed Bazoum s'est lui exprimé dans une tribune publiée dans le Washington Post. Il se dit otage et alerte sur les risques de déstabilisation de la région. Ce coup n'a aucune justification et s'il réussit, cela aura des conséquences dévastatrices pour notre pays, notre région et le monde entier. Dans la région trouble du Sahel, au milieu de mouvements autoritaires qui se sont imposés chez certains de nos voisins, le Niger est le dernier bastion pour le respect des droits. Une délégation de la CEDEAO est de son côté arrivée sur place jeudi soir, mais la mission a tourné court. La délégation est repartie sans avoir rencontré le chef de la junte. Sur le continent également, le gouvernement éthiopien a décrété l'état d'urgence en Amhara. La raison, des affrontements entre l'armée et des milices locales qui se sont intensifiés ces dernières semaines dans cette région du Nord. De quoi menacer une zone déjà déstabilisée par 2 ans de guerre au Tigré voisin. Depuis Addis Abeba, les précisions de Clotilde Hazard, notre correspondante. Le Conseil des ministres éthiopien a déclaré ce matin l'état d'urgence en région Amhara. Des affrontements entre la milice locale, les Fano et l'armée fédérale se sont intensifiés ces derniers jours. Cet état d'urgence permet d'interdire les rassemblements publics, permet des arrestations plus faciles et d'imposer un couvre-feu dans la région. Mercredi dernier, l'armée fédérale avait entrepris de chasser de certaines zones les Fano, ce qui a provoqué des affrontements violents, notamment dans la ville de Gondar et autour de la ville de Lalibela où les Fano ont pris le contrôle de l'aéroport. Tous les vols à destination de ces 2 villes ont été suspendus jusqu'à présent. L'Internet mobile a été coupé dans la région. On ne connaît pas le nombre de victimes. On sait qu'il y a beaucoup de blessés et de nombreuses zones sont encore très dangereuses pour les civils en ce moment. Hier, le président de la région avait demandé l'aide du gouvernement en qualifiant la situation de hors de contrôle. Ce qu'il faut savoir,
c'est que la population soutient l'armée locale, soutient les Fano, puisque en avril dernier, en effet, le Premier ministre Abiy Ahmed avait pris la décision d'intégrer les armées locales à l'intérieur de l'armée fédérale, une décision qui avait été vue comme une trahison, comme un affaiblissement de la région Amhara en cas d'attaque des régions frontalières, le Tigré et l'Oromia. On sait qu'il y a de fortes tensions entre ces régions. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'armée régionale d'Amhara a été aussi un allié extrêmement précieux pour l'armée fédérale pendant la guerre au Tigré contre le front de libération du peuple tigréen. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un fort sentiment de trahison. La Tunisie dément procéder à de telles expulsions. Depuis plusieurs semaines, depuis les affrontements à Sfax, des centaines de migrants sont reconduits à la frontière avec la Libye, en plein désert, sous une chaleur accablante. Il faut survivre, parfois sans eau ni nourriture. Shirley Sidbon. Ils ont traversé des pays, ont atteint la Tunisie, puis la mer Méditerranée, espérant embarquer sur des bateaux précaires et peut-être arriver en Europe. Mais ces migrants font face à un nouveau grand danger, le désert. Interceptés par les forces tunisiennes, ils sont emmenés vers la frontière et laissés sans assistance sous un soleil de plomb. Ils nous ont interpellés à Sfax et nous ont emmenés dans le désert. Les gens souffrent sans nourriture et sans eau. Il y a des femmes enceintes, des gens malades. On cherche des solutions, mais au lieu de nous en trouver, ils viennent avec des armes. Mais nous ne sommes pas des combattants, juste des migrants. Pour la Tunisie, le but est de repousser les migrants à la frontière, soit vers l'Algérie, soit vers la Libye, les deux pays d'où ils ont pu arriver. Le gouvernement assure qu'il n'a pas les moyens de les accueillir. Il a par ailleurs signé un accord avec l'Union européenne pour ralentir l'arrivée de bateaux de migrants. Pour l'Europe, il faut lutter contre le trafic d'êtres humains. Et dans les faits, ces personnes sont mises en danger. Les gardes-frontières trouvent tous les jours des personnes déshydratées, voire mortes de soif. Le nombre de morts varie d'un jour à l'autre. Il y a eu 2 décès hier et 5 cadavres depuis 2 jours, dont un enfant et sa mère. Les autres étaient des hommes. L'ONU appelle la Tunisie à protéger ses populations immédiatement. Devant le Mali, mais derrière le Bénin. Le Burkina Faso est cette année le 2e producteur de coton du continent. Mais pour autant, l'or blanc utilisé sur le territoire est surtout importé de l'étranger. Une anomalie que certains entrepreneurs tentent de corriger. Caroline Lambolet. Un coton 100% bio, tissé à la main. C'est la marque déposée de François Yaméogo. Après de longues années dans l'industrie de la mode en Europe, ce créateur burkinabé est rentré en 2007. Depuis, il essaye de faire bouger les choses dans son pays natal. Sinon, on était inondé par les produits friperies, des produits venus d'Asie, et c'est pas normal. Et puis aussi, on ne connaît pas ces produits qui viennent, on ne sait même pas comment ces produits sont faits au niveau santé, au niveau de notre corps. Alors que le faso d'Anfani, c'est le coton pur, et que le monde entier même se bat pour avoir le coton. Le coton est noble, et nous, là, et on ne connaît pas la valeur. Le Burkina est parmi les plus grands producteurs de coton en Afrique. Mais une infime partie de ce coton est transformée sur place. Pour le créateur, il faudrait transformer au moins 20 à 25% du coton au Burkina, pour l'export ou pour la consommation locale. Le faso d'Anfani, tout d'abord parce que c'est un produit du Faso. C'est bon pour l'économie. Le faso d'Anfani, parce que c'est d'abord l'identité culturelle de tout Burkinabé. Et la marque Faso Premier, parce que j'apprécie vraiment la qualité de leur tissu, de leur faso d'Anfani. Le faso d'Anfani, littéralement, pagne tissé de la patrie. En juin, les autorités burkinabées ont publié un décret pour promouvoir son port pour les membres du gouvernement, mais aussi pour les militaires, le personnel de santé et de nombreuses autres professions. Merci de votre fidélité. L'aventure africaine continue sur France24.com et nos réseaux sociaux. Le reste de l'actualité internationale, c'est dans quelques minutes avec le journal. À très vite.